السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو غنحط لا سويت ديال لا نورم ISO 22000 فيرسيون 2018 وغتكون اخر بارتي اللي هي لا بارتي 3. خليكم معنا. Dans l'étude HACCP, on trouve des étapes préliminaires ou on dit aussi des étapes initiales et on trouve les principes HACCP. Généralité, toutes les informations pertinentes pour la réalisation de l'analyse des dangers doivent être collectées, conservées, mises à jour et documentées. La première étape de l'étude HACCP, c'est la construction d'une équipe. Les membres de cette équipe doivent être compétents et non hiérarchiques pour avoir un échange des informations entre eux. Deuxièmement, la description du produit, c'est-à-dire il faut présenter tout ce qui est en relation avec le produit, quel que soit le goût, saveur, odeur, les caractéristiques physico-chimiques, l'étiquetage, tout ce qui est en relation avec le produit. Troisièmement, l'utilisation attendue du produit, c'est-à-dire ce produit, est-ce qu'il peut être utilisé par les diabètes, par les nourrissons ou pas, etc. Et quatrièmement, il faut avoir ou bien élaborer un diagramme de fabrication qui va bien sûr présenter toutes les étapes de la fourche à la fourchette. Et ici, il faut mentionner qu'il faut montrer les valeurs critiques, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la refroidissement ou bien de la pasteurisation, c'est vrai qu'on sait en général il y a un couple temps-température à respecter, mais on peut avoir des modifications à ces valeurs-là, et ces valeurs-là peuvent être différentes selon les entreprises, selon la raison de l'entreprise, etc. C'est pour ça qu'il faut bien mentionner les critères critiques au niveau du diagramme de fabrication. Alors cinquièmement, il faut valider ce diagramme de fabrication, c'est-à-dire il faut aller au terrain et vérifier, c'est vrai qu'on a cette étape-là, etc. Il faut bien vérifier les étapes et les confirmer pour les valider. Sixièmement, l'analyse des dangers, c'est le premier principe de l'étude HACCP. Alors, l'analyse du danger, pour analyser les dangers, on commence d'abord par l'identification des dangers. Alors, on organise une réunion pour chacun de nous propose les dangers. Alors, selon les types chimiques, biologiques, physiques ou allergènes. Et par la suite, bien sûr, on essaie de détecter quelles sont les causes responsables de ces dangers. On peut utiliser le diagramme d'Ishikawa, 5M. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une erreur au niveau de la matière première? Est-ce que le problème c'est au niveau de la main-d'œuvre, ou bien au niveau du milieu, ou bien au niveau des matériaux, ainsi de suite. Par la suite, on passe à l'évaluation du danger. Alors, l'évaluation du danger, on peut la faire par le diagramme ou bien par la grille de l'AMDEC. Alors déjà, auparavant, on met des valeurs. On dit par exemple, je vais donner la valeur 1 pour un danger qui est moins risqué ou bien moins grave, et je vais donner la valeur 2 pour un danger qui est moyennement dangereux, et je vais donner 3 pour je dis n'importe quoi. C'est juste, il faut savoir qu'on met déjà un référentiel pour classifier la gravité du danger. C'est-à-dire, lors de l'évaluation de danger, on essaie de montrer la criticité du danger en se basant sur la gravité, sur la détectabilité et sur l'occurrence de ce danger, pour avoir enfin la criticité du danger. Et à partir de ce criticité-là, bien à travers la valeur de la criticité, on peut savoir si ce danger-là, il va être considéré comme un danger significatif ou bien potentiel. Pour bien comprendre, l'organisme doit identifier là où les étapes auxquelles chaque danger lié à la sécurité des denrées alimentaires peut être présent, être introduit, augmenté ou persister. L'organisme doit déterminer le niveau acceptable dans le produit fini de chacun des dangers identifiés en lien avec la sécurité des denrées alimentaires chaque fois que cela est possible.
L'ISO 22000 aborde deux catégories de dangers, c'est-à-dire après l'évaluation, on trouve soit des dangers potentiels qui résultent de l'identification des dangers et regroupent les dangers théoriquement susceptibles de survenir dans le type de produit, le type de procédé. Alors, les dangers réels ou bien significatifs sont établis à l'issue de l'évaluation aussi et devant être maîtrisés par l'organisme. C'est-à-dire, si je trouve que j'ai un danger potentiel, dans ce cas-là, je vais revoir les PRP. Mais si je trouve qu'il y a des dangers réels ou bien significatifs, dans ce cas-là, il faut avoir des mesures de maîtrise et c'est ce qu'on appelle les PRPO ou bien les CCP. Alors, pour comprendre donc, il faut d'abord identifier les dangers à toutes les étapes, dès la réception jusqu'à le stockage du produit fini pour être consommé par le client. Deuxièmement, il faut déterminer le niveau acceptable de danger s'il est bien sûr possible. Il faut aussi identifier les causes et à l'aide de la gravité ainsi de la probabilité et de l'occurrence, on peut conclure et avoir une idée générale sur la sévérité. Et par la suite, si j'ai un danger négligeable, je vais regérer les PRP. Et si j'ai un danger significatif, dans ce cas-là, je vais mettre en place des mesures de maîtrise qui sont sous forme des actions ou des activités permettant de prévenir ou de réduire au niveau acceptable les dangers significatifs pour la sécurité des denrées alimentaires. Septièmement, identifier les CCP et les PRPO à l'aide d'une arbre de décision. C'est-à-dire, après la mise en place des mesures de maîtrise, je dois déterminer et décider les mesures de maîtrise qui seront considérées comme des CCP et celles qui seront considérées comme des PRPO. Alors, l'organisme doit classer là où les mesures de maîtrise identifiées et sélectionnées selon qu'ils doivent être gérées en tant que PRPO ou au niveau des CCP. Après, on a la validation de là ou des mesures de maîtrise et de là ou des combinaisons de maîtrise. Alors, l'ISO 22000 demande la validation, la surveillance et la vérification des mesures de maîtrise essentielles. Si vous vous rappelez bien, dans les PRP, on trouve qu'ils nécessitent que la surveillance et la vérification. Mais ici, les mesures de maîtrise, quels que soient les PRPO et les CCP, nécessite une validation d'abord et par la suite la surveillance et la vérification. Alors comment on peut les évaluer? Alors on valide la mesure de maîtrise en obtenant des preuves que le danger vient bien être éliminé ou réduit à un niveau acceptable et en bien sûr détectant les paramètres et les critères de décision qui démontreront qu'une mesure de maîtrise, s'il est correctement mise en œuvre ou pas. Alors, on a dit aussi qu'il y a des modifications et des clarifications au niveau des définitions. Comme vous voyez bien ici, ils ont bien clarifié les choses. Et pour les PRPO, alors ils sont déjà, vous savez la différence entre les PRPO et les CCP. La différence, c'est que les PRPO nécessitent un contrôle discontinu. Alors, je vous donne un exemple pour bien comprendre. Si je veux contrôler le taux des allergènes dans une matière première que j'ai reçue, alors que la matière première sous forme des pommes. Donc, si je veux contrôler le taux des allergènes, je dois contrôler chaque pomme. Et donc, à la fin, je vais perdre le taux. C'est impossible de contrôler toute la matière première. Et dans ce cas-là, on dit que c'est un PRPO qui nécessite un contrôle discontinu et non pas continu. Et dans les PRPO, on dit les critères d'action comme des critères à ne pas dépasser. Par contre, les CCP nécessitent un contrôle continu et on trouve les limites critiques au lieu des critères d'action. Alors, pour le plan de maîtrise des dangers, l'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un plan de maîtrise des dangers. Le plan de maîtrise des dangers doit être maintenu sous la forme d'une information documentée. Alors 8, détermination des limites critiques et des critères d'action.
Alors, il faut bien déterminer, bien sûr, les limites critiques et les critères d'action et doivent être maintenus sous forme d'informations documentées. Ce qui concerne les limites critiques, doivent être mesurables, alors que les PRPO doivent être mesurables ou observables. Et la conformité aux limites critiques et aux critères d'action doit garantir que le niveau acceptable n'est pas dépassé. C'est-à-dire les deux ne doivent pas être dépassés. Définitivement, on a système de surveillance, c'est-à-dire il faut avoir un plan de surveillance. Pour chaque CCP, un système de surveillance quand, qui et comment doit être établi visant à démontrer que ce CCP est maîtrisé. À signaler que ne pas confondre les notions de limite critique et de niveau acceptable. En effet, alors toujours il faut savoir que les limites critiques sont au-dessous ou bien inférieures au niveau acceptable. On ne peut pas bien sûr prendre le risque et déjà il faut prendre en considération l'effet de l'incertitude et aussi le personnel, des fautes, etc. C'est pour ça, toujours, les limites critiques sont inférieures au niveau acceptable. Alors 10, les actions entreprises lorsque les résultats de surveillance dépassent les limites critiques, c'est-à-dire si ces limites critiques ou bien ces critères d'action sont limités, il faut mettre en place des actions correctives. Alors l'organisme doit spécifier les corrections et les actions correctives à entreprendre lorsque les limites critiques ou les critères d'action n'ont pas été respectés et doit s'assurer que les produits potentiellement dangereux ne sont pas libérés, c'est-à-dire il faut bloquer les non-conformités. La cause de non-conformité est identifiée, c'est-à-dire est-ce que la non-conformité due au personnel, due aux clients, fournisseurs, réclamations, etc. Le ou les paramètres maîtrisés au niveau du CCP ou par le PRPO, c'est-à-dire toujours il faut revoir et vérifier les CCP et les PRPO, est-ce qu'ils sont bien respectés ou pas, est-ce qu'ils sont conformes ou pas, et bien sûr la récurrence est évitée. Il faut toujours actualiser bien sûr les informations spécifiant les PRP et le plan de maîtrise des dangers, c'est-à-dire si on a une nouvelle étape ou quelque chose quelque chose qui est nouveau, il faut toujours revoir les informations et les actualiser. Alors 8.7, maîtrise de la surveillance et de la mesure. Identifier les équipements et les méthodes de mesurage. Étalonner ou vérifier ces équipements et méthodes, protéger contre tout déréglage ou dommage et conserver les informations documentées. La vérification relative au PRP et au plan de maîtrise des dangers. Alors, les activités de vérification doivent confirmer les points suivants. Le ou les PRP sont mis en œuvre et sont efficaces. Le plan de maîtrise des dangers est mis en œuvre et est efficace. Les niveaux de danger se situent à des niveaux acceptables identifiés. Les éléments d'entrée de l'analyse des dangers sont actualisés. Les autres actions déterminées par l'organisme sont mises en œuvre et sont efficaces. Alors maintenant, la vérification. Il faut définir l'objectif, les méthodes, les fréquences et les responsabilités des activités de vérification. Il faut réaliser les audits par des auditeurs compétents et indépendants, enregistrer les résultats des activités de vérification, communiquer ces résultats à l'équipe afin de les analyser, conserver les informations documentées. Alors après, on passe à l'analyse des résultats de vérification, c'est-à-dire après avoir analysé les résultats de vérification, il faut utiliser cette analyse comme élément d'entrée pour l'évaluation des performances. C'est-à-dire, à travers l'analyse de la vérification, on peut conclure quels sont nos besoins et nos exigences. Et comme ça, on va les mettre sous forme des éléments d'entrée pour les satisfaire, bien sûr, par la suite. Alors, pour le retrait et le rappel, alors, il faut nommer un personnel investi de l'autorité de lancer un retrait, lancer les retraits réels et stimulations en notifiant aux parties intéressées,
Statuer sur le devenir des produits retirés et les lots en stock, enregistrer la cause, la portée et le résultat du retrait et bien sûr conserver les informations documentées. Alors ils ont bien aussi montré la différence ou bien ils ont montré qu'il y a une différence entre la correction et les actions correctives. Déjà, là, je vous donne un exemple pour comprendre. Lorsqu'on dit correction, c'est-à-dire, par exemple, si je trouve quelqu'un qui ne porte pas le masque, alors si je veux corriger, je vais lui dire pourquoi tu n'as pas porté le masque, alors porter le masque, etc. Mais les actions correctives, si c'est lorsque je vais organiser des formations, des sensibilisations, je vais coller dans les murs comment dirais-je, des publicités ou bien des annonces de sensibilisation et je vais mettre en place des punitions, etc. C'est l'action corrective, c'est-à-dire on essaie d'éliminer la cause du danger dès le racine. Alors, et enfin, on a l'évaluation des performances et l'amélioration. Alors, dans ce chapitre-là, on trouve l'audit interne. Il faut définir les dispositions nécessaires pour la réalisation des audits internes, établir le programme des audits internes, former les auditeurs internes si pas d'externalisation, c'est-à-dire parce que, par exemple, même le responsable qualité peut assurer l'audit interne. Alors, et dans ce cas-là, c'est pas d'une externalisation. Alors il faut aussi conserver les informations documentées. Ce qui concerne la revue de direction, il faut programmer les revues de direction, évaluer les opportunités d'amélioration et les besoins de modifier le système de management et de la sécurité des denrées. Ainsi, il faut prendre les décisions nécessaires et conserver les informations documentées. Alors ce qui est nouveau dans le chapitre 9, c'est on trouve le renforcement de l'engagement de la direction. Comment? Alors auparavant, dans l'ancienne version ISO 22000 version 2005, il montre le mot direction, mais dans la nouvelle version, il le remplace par le leadership, c'est-à-dire la direction plus manager. Alors en général, management, c'est le renforcement des responsabilités de la direction. Donc, dans la nouvelle norme, il doit soutenir les managers pour les aider. Comment? À mettre en œuvre leurs responsabilités en matière de sécurité des denrées alimentaires et en contribuant à l'amélioration continue. Et bien sûr, sans oublier qu'il faut ajouter les nouvelles données d'entrée en lien avec les enjeux, les parties intéressées, les risques et les opportunités. Et donc, pour conclure, je vais présenter quelques avantages de la norme ISO 22000, la nouvelle version 2018. C'est une norme qui va permettre de donner une nouvelle impulsion à la démarche, à améliorer son système avec l'approche processus. Il permet aussi d'anticiper les risques à venir pour l'entreprise et saisir les opportunités. Ainsi, il permet le renforcement de l'implication des managers dans le pilotage du système management sécurité des denrées alimentaires. Merci pour votre aimable attention. J'espère que ces informations seront utiles pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Salam alaikum.